qu'il s'agit d'une administration qui a montré en fait un côté précurseur sur tout ce qui est prévention de la souffrance au travail. Parce que c'est une activité, on va dire, dans l'administration qui génère naturellement des situations, difficiles pour les agents et qui a lancé en 2014 un dispositif qui est assez atypique de prise en charge d'agents en situation de souffrance au travail. Ces dispositifs sont atypiques parce qu'ils sont, collégiaux et pluridisciplinaires. L'idée est de faire dialoguer, en fait, au niveau des établissements, à la fois le chef d'établissement, les personnes en charge de la prévention des risques, l'assistante sociale, le président du CHSCT et le médecin du travail. Ces instances, en fait, elles sont actionnées sur la décision du chef d'établissement dans le cas d'une remontée comme quoi une situation est en train de se dégrader ou est déjà dégradée et où il faut trouver des solutions qui sortent un petit peu de ce que le manager peut proposer en direct. On avait commencé en fait cette étude avec une équipe de personnes en fait m'accompagnaient pour faire cette étude. Moi, j'intervenais dans cette configuration d'équipe pour leur donner un éclairage plus spécifique sur la question de la souffrance au travail et puis les aider à trouver les méthodes pour justement permettre de faire des diagnostics qui soient des diagnostics qui amènent tout de suite du changement de posture de la part des acteurs et de la mise en action rapide. Nous avions mené en fait une démarche en fin 2018, début 2019 qui consistait à faire une étude quantitative et cette étude quantitative avait permis déjà de commencer à identifier ce qui pouvait être amélioré dans ce dispositif pluridisciplinaire. Et on avait travaillé ça un peu en chambre avec ensuite une phase d'élaboration de questionnaires et puis l'administration de ces questionnaires qui avait donné donc des résultats qui étaient plutôt satisfaisants sur un sujet qui n'est pas très bien connu par l'ensemble des agents. On avait une deuxième phase et c'est celle-là qui a été fortement perturbée par le travail pendant le confinement qui devait viser à être immersive. On devait se rendre dans les établissements, discuter avec les acteurs, prendre contact avec des personnes qui avaient été concernées par des situations de souffrance assez extrêmes, voir les protagonistes, parfois les managers, les tiers concernés, des témoins et faire discuter lors d'un atelier de travail les membres du CSL de cet établissement pour voir avec eux ce qu'ils pouvaient faire différemment. Moi, j'avais beaucoup insisté dans cette phase-là pour que tout ça se fasse en immersif, en présentiel, sur 2 jours, avec, on va dire, du temps aussi pour un peu s'approprier les spécificités des établissements. Et avec le confinement, comment déployer ce programme et cet accompagnement à distance et est-ce que c'est souhaitable de le faire à distance? Et notre premier Everest à grimper, ça a été de passer d'un projet full présentiel à un projet en full distanciel. On avait milité pour que ces sujets soient plutôt traités en présentiel parce que l'expérience, quand on parle de souffrance au travail, les personnes qui ont été concernées par des moments assez difficiles dans leur vie ont des difficultés à avoir confiance et à se livrer autrement que dans un contact presque physique avec l'intervieweur ou l'expert qui vient leur parler. Deuxième point qui était une difficulté, mon équipe n'avait pas commencé à travailler en distanciel. Donc, quand on a eu l'information qu'on devait reporter la mission, eux, ça leur convenait. Mais quand on a senti qu'il pouvait y avoir un reconfinement en septembre et que toutes les méthodologies qu'on pouvait développer sur notre phase présentielle allaient certainement être caduques, eux n'étaient pas du tout partants pour faire le travail à distance. Ensuite, cette administration toute ouverte et plutôt, on va dire, dans une forme de bienveillance vis-à-vis de ses agents, c'est une administration et qui était vraiment très rétive et on va dire très en retard sur la pratique du travail à distance. Très peu de télétravail. Pour eux, ça a été une révolution, le confinement. Ils en ont vu aussi les excès, c'est-à-dire le télétravail qui devient source de souffrance aussi pour les agents, ou bien des agents qui arrêtent totalement d'être en lien avec le collectif de travail, qui arrivent moins bien à être motivés, à travailler. Donc tout ça, ils l'avaient vécu et donc ils étaient vraiment pas chauds. On avait un budget qui était au cordeau, où on avait ces séquences de 2 jours sur site qui étaient un temps assez conséquent, mais qui nécessitaient aussi des préparations pour ces temps en présentiel. Un peu de logistique, parce qu'en plus, on s'était donné la possibilité d'accueillir les personnels concernés dans un lieu qui était extérieur en fait au site, à l'établissement de l'administration. Donc tout ça, c'était à organiser. On était sur un budget qui comportait beaucoup de choses, mais qui était assez serré. On avait un contrat Chorus, c'est-à-dire un contrat conforme à la législation des appels d'offres publics et donc très difficile à faire bouger, donc très peu de possibilités de faire des avenants. Et là, on avait en plus une question de durée du contrat qui commençait à se poser parce qu'on avait eu les 2 reports en 18 mois. Au total, ça faisait beaucoup de freins pour aller à l'option full
distanciel. Pour autant, nous avons réussi à j'étais assez aidée par mes collègues de la Boétie à me dire ce que je ne croyais pas possible, il va falloir que je l'imagine parce qu'aujourd'hui le client est bloqué, nous sommes bloqués, il faut réussir à trouver quelque chose qui convienne dans ce cadre-là. On a trouvé cette solution qui s'est avérée donc en full distanciel. C'était aussi une manière pour nous de ne pas multiplier la méthodologie d'animation avec du présentiel et du distanciel et donc de permettre qu'il y ait des temps de conception qui soient suffisants pour nous. Comme vous l'avez vu dans cette phase 2 de mission, nous avions des entretiens à mener sur des thématiques de souffrance au travail avec des personnes qui étaient concernées au premier plan. Là, il y avait tout l'enjeu qui était de créer de la confiance. On s'est posé la question du meilleur dispositif possible en distanciel. Les choix qu'on a opérés, ils ont été, je dirais, avec 3 caractéristiques. Tout d'abord, on s'est dit que ne serait-ce que pour la prise de contact des personnes qui pouvaient témoigner dans le cadre de ce projet, il fallait être très délicat et ne pas du tout forcer les témoignages. Donc, ce qu'on a vu en fait avec nos interlocuteurs de l'administration, c'est une fois que certains chefs d'établissement avaient identifié sur le papier des situations qui pouvaient être éligibles à ce diagnostic, nous avons demandé en fait à nos correspondants et aux chefs d'établissement la personne de confiance de l'agent concerné, la personne avec qui il est toujours en lien, avec qui il échange. Et alors, ça a été à chaque fois différent. Responsable RH, un manager tiers de confiance ou l'assistante sociale et parfois même le médecin du travail qui ont été en lien avec cette personne et qui lui ont posé la question de savoir s'il était OK ou pas de participer à ce travail. Et en étant très précis et très clair sur le fait que l'enjeu n'était pas de refaire le match, si vous voulez, mais plutôt de comprendre comment ils avaient vécu cette intervention qui est une intervention donc collégiale à distance par cette instance. En fait, on a pris l'option de ne pas insister, c'est-à-dire que si la personne ne souhaitait pas participer dans un premier temps, on a suggéré à nos interlocuteurs d'en rester à ce premier choix. Donc on a eu vraiment des gens qui étaient volontaires, des gens qui avaient envie de le faire. Le deuxième point, ça a été de dire, eh bien, pour pouvoir créer de la confidentialité, on va prendre le téléphone des personnes et donc on va faire un entretien téléphonique. De préférence, la personne était de chez elle, elle avait le numéro du consultant, on avait défini un horaire pour se joindre et donc les messages étaient envoyés entre le téléphone du consultant et le téléphone de la personne pour que puisse y avoir comme ça un entretien qui était sous un format d'1 heure et qui respectait totalement la confidentialité, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à faire en distanciel au bureau, par exemple. Le dernier point, nous nous sommes fortement épaulés et guidés, c'est-à-dire que mes collègues qui n'étaient pas forcément des professionnels de ce type d'entretien et de ce type d'écoute, on a sélectionné les entretiens pour que je puisse récupérer les plus sensibles. Je les ai aidés à concevoir des trames d'entretien qui permettaient à la fois d'explorer la situation pour pas que la personne soit frustrée et qu'elle s'exprime, mais en même temps qu'on puisse aller assez vite sur la manière dont elle avait vécu les actions qui avaient été proposées pour l'aider et la manière dont tout cela avait été instruit. Et le résultat, il y a eu vraiment des temps d'échange que moi je qualifierais de très sincères et de très ouverts, qui nous ont donné vraiment ce côté immersif et cette compréhension à 360 degrés des situations. Et ça a vraiment permis ce côté compréhension à 360 degrés de la situation. Les éclairages étaient complets. Et aucune remontée, ensuite dans un contexte où les syndicats sont parfois sensibles, aucune remontée sur la maladresse ou les difficultés qu'auraient ressenties des agents pendant cette période. Deuxième sujet pour nous dans l'adaptation de cette phase 2, ça a été le fait de faire des ateliers à distance et de faire en sorte que ces personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type de moment professionnel se livrent, partagent et puissent nous suggérer des choses concrètes pour faire avancer ce dispositif. Les choix qu'on a opérés ont été sur 3 registres. Il est indispensable qu'on fasse s'évacuer la vapeur. L'idée, c'était de dire il va falloir mettre un peu de chaleur et de concret à ces ateliers et donc on va faire s'exprimer les personnes et on va les faire s'exprimer sur un outil qu'on connaît tous bien chez la Boétie et que vous connaissez peut-être déjà, c'est le baromètre. Une manière de les mettre en condition de faire en sorte qu'il y ait une ouverture et une expression des ressentis. Le deuxième sujet, c'est que techniquement, les personnes qu'on allait avoir à distance sont vraiment très peu aguerries aux outils à distance. Ça nous a même joué des tours après pour l'animation de ces ateliers. Donc on s'est dit, il va falloir faire du rudimentaire. Et on a juste la caméra et la visio pour se soutenir dans l'exercice à distance. Là, on est allé à un point où on s'est dit, pas de sous-salle, pour que ces personnes qui devaient partager en fait sur cette thématique avec des points de vue très différents, on voulait qu'ils s'entendent et qu'ils s'entendent parler de ce qui allait et de ce qui allait moins bien. L'idée pour nous, ça a été de se dire, là, on va travailler en binôme. Là, on aurait dû être chacun sur des sites différents. On a ciblé les sites et on s'est dit, on est en binôme pour pouvoir travailler à la fois le fond de ce qui va sortir, vu qu'on n'avait pas d'outils de restitution, c'était hyper important qu'on ait quelqu'un qui puisse prendre des notes, tandis que l'autre se concentrait sur l'animation. Qui avait beau être pas technique, c'était quand même une animation d'un
un temps à distance avec des personnes qui ont besoin d'être aussi un peu accompagnées. Donc, on a démarré avec cet outil de baromètre. On a fait en sorte que les personnes s'expriment sur l'efficacité du dispositif actuel. On leur a permis donc de coder les ressentis, mais le retour de ça a été un retour qui a été vraiment qualitatif. J'ai presque envie de dire que cette première partie d'atelier, c'est là où on a eu le plus de richesse et d'éléments qui nous ont servi pour la suite. Le deuxième temps de la manœuvre, ça a été de faire un mur de rebond pour construire le plan d'action. On a essayé en fait de les mettre en situation déjà de voir jusqu'où nous on était allés en compréhension du dispositif qui s'appelle le CSL et de leur permettre d'être d'un atelier à l'autre. En fait, on était en incrémental. On leur montrait en fait parmi ces 6 thématiques, on leur donnait une vision des axes d'amélioration et de ce qui était positif, tel que c'était remonté des études quantitatives. Et après, on les faisait s'exprimer sur ce qui les surprenait, sur ce qui leur semblait prioritaire, sur ce qui pourrait être fait concrètement et sur ce qui manquerait. Et donc, on a pris par axe, en fait, en leur disant où on en était en termes de compréhension des points forts du dispositif, des axes d'amélioration, et où on en était en termes de premières pistes d'action qui pouvaient être menées. Mais l'idée, ça a été de faire ça donc en itératif et d'arriver à des solutions de plus en plus fournies d'un atelier sur l'autre. Et on a eu vraiment un niveau de compréhension de ce qu'on faisait, un niveau d'adhésion et apports qui ont été significatifs, sachant que vous aviez des gens comme par exemple les médecins du travail qui sont absolument pas aguerris à ce type de méthode.